l'intervention qui suit, eh bien justement, se pose dans le cadre des mémoires et des répéteurs quantiques. Donc de l'importance d'avoir dans les technologies quantiques, et notamment pour les futurs réseaux de communication quantique, des mémoires et des répéteurs quantiques. J'ai le plaisir... Alors des fois on peut être content, super content, ravi, je ne sais pas dans quelle ordre on met ça, mais moi je suis super ravi, content d'accueillir Philippe Goldner, qui va justement nous parler de mémoire et de répéteurs quantiques. Il s'occupe avec son groupe de recherche à l'Institut de recherche de chimie de Paris, l'IRCP. Donc Philippe est directeur de recherche au CNRS. Justement des briques, des éléments de base qui constitueront les futures mémoires quantiques et futurs répéteurs quantiques, qui sont des cristaux dopés aux ions de terres rares. Et donc il y a deux choses que j'aimerais dire à propos de Philippe, même trois. Philippe est lauréat d'une ERC Advanced Grant qui s'appelle Rare Diamond, qui justement s'occupe de produire des cristaux dopés aux ions de terres rares de qualité exceptionnelle pour justement des applications en termes de technologie quantique. Et Philippe a reçu cette année la médaille d'argent du CNRS pour l'excellence et la qualité de ses travaux, et participe également au flagship européen en tant que spécialiste reconnu mondialement pour justement la qualité de ses travaux dans les cristaux dopés aux ions de terres rares. Donc je vous demande d'accueillir Philippe. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour ton introduction, Sébastien, et je voudrais aussi remercier chaleureusement les organisateurs pour leur invitation à ce grand événement. Et je suis vraiment ravi d'être ici aujourd'hui pour vous parler donc de nouvelles plateformes. Alors, ça a déjà été un peu éventé parce qu'il va s'agir de cristaux dopés par des ions de terres rares pour les technologies quantiques photoniques. Alors donc, les technologies quantiques, comme Alain Aspect l'a très bien expliqué. Donc l'idée ici, c'est de développer de nouvelles fonctionnalités qui exploitent les états quantiques, des états de superposition, des états intriqués, pour obtenir des fonctionnalités très difficiles, voire impossibles à obtenir avec des systèmes classiques. Alors ce sont des technologies qui suscitent beaucoup d'engouement, aussi bien au niveau académique, gouvernemental, industriel, mais qui posent aussi quelques questions. Je me permets d'enchaîner un petit peu sur la fin de l'exposé d'Alain Aspect. Et par exemple, un événement récent organisé par un fonds d'investissement spécialisé dans les technologies quantiques, eh bien, une table ronde avait pour thème Quantum Computing, How to Deal with the Hype and Bring Real-Life Applications to Maturity. Alors c'est certainement une question qui est importante pour des investisseurs, mais je crois que plus généralement, on peut se poser la question du futur des technologies quantiques. C'est peut-être une question que vous vous posez aussi, et en particulier la question de la recherche de nouvelles plateformes. Alors, je vous donne très modestement mon point de vue sur la question. Je crois qu'on peut dire que dans les trois grands domaines des technologies quantiques, c'est-à-dire les capteurs, la communication et le calcul, il y a déjà un certain nombre de dispositifs fonctionnels. On peut citer des magnétomètres, des gravimètres, ici des communications sécurisées sur quelques centaines de kilomètres. Au niveau du calcul quantique, eh bien, il y a des systèmes de petite ou moyenne taille, plus ou moins spécialisés, mais qui petit à petit se rapprochent de calculs intéressants dans le monde réel, dans la vraie vie. Et donc, ces systèmes eh bien, sont développés ou commercialisés même par toute une série de sociétés. Donc là, vous voyez un exemple de compagnies actives dans le domaine du calcul quantique. Et donc, dans ces sociétés, il y a bien sûr un grand nombre de startups. Et dans ces startups, il y a aussi pas mal de sociétés françaises. Alors, est-ce que pour autant, on peut dire que tous les problèmes sont résolus? Certainement pas. Et la question se pose, ben voilà, quels sont les nouveaux défis ou les défis qui restent à relever? Et dans notre cas, on s'intéresse à deux points particuliers. Alors, d'une part, les communications quantiques à très longue distance, c'est-à-dire passer de quelques centaines de kilomètres à des échelles du millier de kilomètres. Et deuxième point, des ordinateurs quantiques de plus grande taille et idéalement, eux aussi, connectés par des réseaux de télécommunications par fibre optique.
Alors, du coup, il y a plusieurs possibilités, bien sûr, pour réaliser ça. Notre point de vue, c'est que la plateforme nécessaire, bon, évidemment, elle va devoir inclure une interface optique. Mais ce qui est potentiellement très intéressant aussi, c'est de pouvoir disposer d'une grande densité de systèmes quantiques qui peuvent former des bits quantiques. Et alors c'est peut-être une vision un peu biaisée, naturellement, mais de notre côté, on pense que les solides dopés par des centres optiquement actifs eh bien, sont une solution, une plateforme extrêmement attractive pour ces défis. Alors, que cherche-t-on exactement ? Tout d'abord, une transition optique, bien sûr. Et on va vouloir créer des états quantiques dans cette transition, des états de superposition. Et donc, un premier critère à respecter, eh bien, ça va être d'avoir des états de superposition dans la transition optique avec une durée de vie suffisamment grande. Donc, cette durée de vie, on l'appelle le temps de cohérence, c'est noté donc T2. Alors voilà, là, on a cette transition optique, mais en général, ce n'est pas suffisant et on a besoin d'une ressource supplémentaire. Et cette ressource, eh bien, ce sont des niveaux de spin. Alors pourquoi ? Parce que les spins sont mieux protégés de l'environnement, sont moins perturbés par l'environnement, et ça se traduit par, souvent en tout cas, des temps de cohérence plus grands que pour la transition optique. Et donc le spin va être idéal pour réaliser le stockage des états quantiques ou leur manipulation. Alors quand on a un système qui réunit ces conditions, cette structure, eh bien on a des spins optiques adressables optiquement, les optically addressable spins en anglais. Et donc ça permet bien sûr d'une part d'avoir une interface quantique entre la lumière, les états électroniques des atomes et les spins. Et puis il y a un certain nombre aussi d'autres possibilités à partir du moment où on dispose d'une interface optique. Alors on peut citer par exemple le contrôle optique et la détection des spins pour des opérations rapides, pour des implémentations plus faciles, parce que par exemple on n'a pas besoin d'amener une antenne pour exciter les spins électroniques. Et puis aussi, bien sûr, la transition optique va apporter une grande sensibilité et permettre par exemple la détection de spins uniques. Alors, dans les diverses plateformes qui existent et qui sont étudiées en ce moment, nous nous intéressons aux cristaux dopés par des ions de terre rares. Alors, ce sont des matériaux dont les propriétés optiques sont dues aux électrons 4F. Ces électrons sont écrantés par des couches pleines et ceci se traduit à basse température par des temps de cohérence optique qui peuvent atteindre la milliseconde, et ça c'est une propriété vraiment tout à fait unique dans le solide. Deuxième point, les terres rares ont soit des spins électroniques, soit ou des spins nucléaires. Donc on a bien cette ressource supplémentaire. Et ici, le temps de cohérence peut atteindre plusieurs heures dans certains cas. Donc c'est un résultat qui a été obtenu avec l'europium. Alors, peut-être un petit retour sur les terres rares. Donc, alors, les terres rares, donc, elles font partie du groupe 3 dans le tableau périodique. Donc, ça consiste en deux éléments, le scandium, l'yttrium, plus la série ici des lanthanides. Donc, ce sont des éléments qu'on retrouve en général sous forme trivalente, dans toutes sortes de matériaux, et qui sont, d'un point de vue chimique, des éléments qui sont stables, qui sont bien contrôlés, et qui n'ont pas de phénomène, enfin, en tout cas en général, qui n'ont pas de phénomène de clignotement, par exemple. Alors, ces terres rares, donc là, si on regarde celles qui sont optiquement actives, donc du cérium jusqu'à l'ytterbium, eh bien, elles sont, en tout cas pour une grande partie d'entre elles, étudiées pour les technologies quantiques. Donc vous avez, elles sont ici indiquées en bleu, donc le cérium, le praséodyme, le néodyme, l'europium, l'erbium et l'ytterbium, donc en général sous forme trivalente et un dopé inclus dans toutes sortes de cristaux, comme par exemple Y2SiO5, YVO4, le YAG, etc. Alors, quelles sont les applications qui sont envisagées pour ces matériaux, ces cristaux dopés par des ions de terre rares? Comme vous pouvez le voir sur ces exemples, eh bien, il y en a un grand nombre. Donc ça va du contrôle d'ions uniques ou de spin uniques, dans le contexte du calcul quantique. Vous avez des idées pour utiliser les terres rares comme source de photons uniques, mémoire quantique pour la lumière, on en a parlé juste à l'instant. Vous avez aussi des idées pour les utiliser comme capteurs quantiques. Des travaux
sur la meilleure façon de développer des schémas d'ordinateurs quantiques qui tirent parti notamment des transitions optiques des terres rares. Vous avez des développements de systèmes hybrides quantiques et puis finalement des possibilités d'avoir de la transduction au micro-ondes optiques, donc qui permettent de passer de photons micro-ondes à des photons optiques au niveau quantique. Alors, il y a beaucoup d'idées, comme vous pouvez le voir, d'études. Je pense que depuis quelque temps, il est maintenant très clair dans la communauté que pour faire progresser ces idées, pour aboutir à des dispositifs je dirais, fonctionnel dans la réalité. Il y a vraiment un effort matériaux important à consentir. Et on voit depuis quelque temps plusieurs groupes dans le monde qui se sont mis à explorer ces matériaux. Alors, de notre côté, à Paris, à l'école de chimie, donc au sein de l'Institut de recherche de Chimie Paris, eh bien, on développe ces matériaux. Et dans la suite, je voudrais vous donner 2 exemples de systèmes que l'on développe actuellement. Alors, premier système, l'ytterbium dans Y2SiO5. Alors, si je vous dis que l'ytterbium est une terre rare nouvelle pour la photonique, je pense qu'il y a quelques collègues qui vont être un peu surpris. L'ytterbium, c'est une terre rare très utilisée, par exemple, dans les lasers ou pour les phosphores, par exemple, dans les phénomènes d'addition de photons par transfert d'énergie, ce qu'on appelle aussi upconversion. Et donc, l'ytterbium, c'est une terre rare très répandue. Mais il se trouve que, dans le contexte des technologies quantiques, eh bien, l'ytterbium était encore, il y a quelques années, très peu étudié. Et donc, c'est un système que nous avons introduit. Alors, tout d'abord au niveau du matériau, donc on parle de monocristaux qui sont élaborés par la méthode Czochralski. Donc il s'agit de tirer un cristal à partir d'un bain fondu. Alors en l'occurrence, la température de fusion de ce matériau est assez élevée, autour de 2000 degrés. Donc évidemment, ça demande un équipement spécialisé. Mais la méthode Czochralski, c'est la méthode la plus classique pour obtenir en tout cas une des méthodes les plus classiques pour obtenir des cristaux de très bonne qualité. Et effectivement, donc avec Y2SiO5, c'est ce qu'on obtient. Vous voyez ici une boule cristalline qui est très transparente, très homogène et je dirais d'un point de vue optique de très grande qualité. Alors, à partir de cette boule cristalline, eh bien, on procède à l'orientation des échantillons, la découpe, le polissage, et on obtient, voilà, comme vous pouvez le voir ici, de jolis échantillons qui sont prêts à être placés dans un cryostat et à être sondés par spectroscopie laser. Alors, le dopage en ytterbium, il est assez bas, 10 ppm, voire moins. Et voilà, c'est typiquement le type de niveau de dopage qu'on utilise dans ces études. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, on s'intéresse à un isotope particulier de l'ytterbium. Et l'idée au départ de ce choix est la suivante. L'ytterbium 171, donc l'ytterbium 3+, c'est une terre rare paramagnétique, donc qui a un spin électronique de 1,5. Et l'isotope 171 a en plus un spin nucléaire 1,5 également. Et donc, du fait de l'interaction hyper fine, ceci aboutit à la structure énergétique que vous voyez ici. Donc, il y a un niveau fondamental, qui a plusieurs niveaux de champ cristallin, un niveau excité. Donc, la transition optique, elle se trouve autour de 980 nanomètres. Et puis, chaque niveau électronique, du fait de cette configuration, eh bien, va éclater en 4 niveaux hyper fins, avec des séparations de l'ordre de plusieurs centaines de mégahertz jusqu'à quelques gigahertz. Alors, l'idée, justement, c'était d'obtenir cette structure hyper fine. Pourquoi ? Parce que dans les applications qui nous intéressent, par exemple les mémoires quantiques, eh bien, il faut au moins 3 niveaux de spin. Et l'ytterbium 3+, 171, eh bien, c'est finalement la terre rare la plus simple qui respecte cette condition tout en étant paramagnétique, c'est-à-dire qu'il y a un degré de liberté de spin électronique. Alors, donc ça, c'était l'idée de départ. Et première bonne nouvelle, la première bonne nouvelle est apparue lorsqu'on a tout simplement fait un spectre d'absorption à basse température de ce matériau. Et qu'est-ce qu'on observe ici ? Vous voyez un certain nombre de raies. Et donc ces transitions-là, elles apparaissent parce que la largeur de la transition optique, la largeur inhomogène de la transition, eh bien, elle est suffisamment faible, donc elle est de l'ordre de 500 MHz, et donc elle est suffisamment faible pour partiellement résoudre, donc c'est ce qu'on voit ici, résoudre les transitions entre les niveaux hyper fins du niveau fondamental
et les niveaux hyper fins de l'état excité. Alors si je prends par exemple cette transition ici à gauche, eh bien elle est quasiment isolée, et c'est essentiellement la transition du niveau 4G ici vers le niveau 1E. Et cette propriété-là, elle est très utile pour manipuler optiquement les spins. Donc, première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, elle concerne les temps de cohérence dans ce système. Alors, pourquoi ? Eh bien, si on s'intéresse à la dépendance en champ magnétique de ces différents niveaux, qui est tracé ici, eh bien, on s'aperçoit qu'au point d'un champ nul, autour de B égale 0, eh bien, on s'aperçoit que tous les niveaux présentent une tangente horizontale. Et qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, que justement, à ce point de champ magnétique nul, eh bien, le système devient insensible aux petites fluctuations de champ magnétique au premier ordre. Alors ça, c'est particulièrement intéressant parce que ça veut dire que dans le sens où tous les niveaux vont respecter cette propriété, on a aussi la même propriété pour toutes les transitions. Et donc ça signifie que dans ce système, on a des transitions insensibles aux petites fluctuations de champ magnétique, aussi bien pour les transitions optiques que pour les transitions de spin. C'est ce qu'on appelle des transitions d'horloge. Dans la communauté des terres rares, on a un autre terme, on appelle ces transitions ZFOs, et c'est un acronyme qui signifie Zero First Order Zeeman Transitions. Et c'est, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais en tout cas c'est le terme qui a été retenu dans ce domaine. Non, ça marche. OK. Oui, alors donc, on en était aux transitions d'horloge, aux transitions ZFOs dans l'ytterbium. Et donc, elles se produisent à champ magnétique nul, en fait. Donc, essentiellement, en ne faisant rien du point de vue expérimental. Alors, l'intérêt de ça, c'est que la cause principale de la diminution des temps de cohérence dans ce système, c'est le bruit magnétique. Ce bruit magnétique, il est provoqué d'une part par les spins nucléaires de l'yttrium. Donc l'yttrium 89, c'est un isotope qui a une abondance de 100% et un spin nucléaire de 1,5. Donc ça, c'est une première source, lorsque les spins vont basculer, une première source de bruit magnétique. Et puis une deuxième source de bruit magnétique, eh bien, ce sont les ions ytterbium 171 eux-mêmes. Donc le fait d'avoir ces transitions ZFOs ou transitions d'horloge, eh bien, ça devrait permettre logiquement de pouvoir augmenter les temps de cohérence dans le système. Et en effet, c'est ce qu'on peut observer. Donc ça, ce sont des expériences qui ont été réalisées dans l'équipe de Michael Avzelius à l'université de Genève. Et donc ce qu'on voit ici, eh bien, c'est que lorsque l'amplitude du champ magnétique appliqué au cristal diminue, tend vers 0, eh bien, on voit en même temps que le temps de cohérence optique, la durée de vie des états quantiques, effectivement augmente. Le résultat numérique est que, donc, à champ magnétique nul, on peut observer des temps de cohérence optique de l'ordre de la centaine de microsecondes. Et puis, à partir de ce que je vous ai expliqué ici, on s'attend à trouver la même chose pour les transitions de spin. Et oui, effectivement, les transitions de spin elles-mêmes atteignent des temps de cohérence de plusieurs millisecondes. Et là, on a déjà une situation qui est tout à fait inhabituelle pour une terre rare paramagnétique. Alors, il s'avère que ce système de l'ytterbium 171, qui peut paraître assez simple du fait du nombre réduit de niveaux, eh bien, en fait, s'avère assez complexe et très riche. Et on s'est donc rendu compte qu'à partir de ce résultat-là, on pouvait encore aller plus loin. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est intéressé au pompage optique dans ce matériau. Et la possibilité d'avoir des polarisations de spin importantes. Alors, comment ça fonctionne dans ces systèmes de terres rares? Donc, on part de la situation où les niveaux de spin sont à l'équilibre thermique, donc ils sont peuplés de la même façon. On applique un laser sur cette transition-là, par exemple. Donc, les ions vont passer dans l'état excité. À partir de là, ils peuvent se relaxer soit sur le niveau de départ, auquel cas ils sont réexcités. Et puis, au bout d'un moment, ils vont finir par
se relaxer vers un autre niveau de spin, et puis à ce moment-là, eh bien, ils ne sont plus résonnants avec le laser, et ils vont tout simplement rester dans ce niveau de spin, ce qui fait que, voilà, au bout de quelques millisecondes ou de quelques secondes, on va se retrouver avec cette situation-là, c'est-à-dire le niveau sur lequel on appliquait le laser, eh bien, tout à coup, il est vide, et puis les spins, les ions vont s'accumuler dans ce niveau ici, hein, donc c'est ce qu'on appelle la polarisation des spins dans le matériau. Alors, il se trouve que c'est pas tout à fait, enfin, on a observé ce phénomène, mais d'une façon un peu particulière. Donc ici, en bleu, vous voyez le spectre d'absorption initial, d'accord, à l'équilibre thermique. Donc pour l'instant, on n'a rien fait. On applique un laser fin spectralement, juste ici, à cette position-là. On attend quelques secondes, et ensuite, on refait un spectre d'absorption. Et à ce moment-là, on voit le spectre ici en noir. Et comme vous pouvez le voir, le spectre entier est complètement modifié. Et en particulier, on voit une très forte absorption qui apparaît ici. Et en fait, cette modification de l'absorption, elle provient du fait que tous les spins se retrouvent dans un seul niveau. Et ici, en l'occurrence, dans le niveau 4G. Alors, c'est un peu étonnant, parce qu'en fait, on s'aperçoit que même les spins qui n'ont jamais été excités par le laser, bah, eux aussi, ils ont été polarisés comme ceux qui étaient excités par le laser et donc optiquement pompés. Et donc, ce phénomène-là, il s'explique par, d'une part, le pompage optique, bien sûr, qui va fortement polariser les ions qui sont en résonance, et d'autre part, par un phénomène de diffusion de spin qui va répandre cette polarisation aux spins qui, eux, n'ont jamais vu d'excitation optique. Donc c'est un phénomène qu'on a appelé Diffusion Enhanced Optical Pumping, DIOP, et donc qui est aussi dans une propriété très originale de ce matériau. Alors, si on polarise les spins de l'ytterbium, eh bien, on s'attend aussi une nouvelle fois à une diminution du bruit magnétique, parce qu'une fois que tous les spins sont dans le même niveau, eh bien, les probabilités de basculement sont diminuées. Et effectivement, c'est exactement ce que l'on a observé, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'accroissement de la polarisation des spins, ici, eh bien, on s'aperçoit que le temps de cohérence optique augmente. Et donc, si on démarre d'environ 300 microsecondes donc à l'équilibre thermique, sans pompage optique, eh bien, après ce phénomène DIOP, eh bien, on mesure un temps de cohérence optique de 800 microsecondes. Et c'est aussi une propriété qui se décalque sur les temps de cohérence de spin. Donc 800 microsecondes, ça correspond à une largeur homogène, donc la largeur d'un ion unique, hein, par exemple, de 400 Hz. Et c'est une valeur, je dirais, assez exceptionnelle hein, pour les différents systèmes de cristaux dopés par des ions de terre rares. Et la conclusion de cette étude, c'est qu'on se retrouve avec un système paramagnétique, mais qui montre des temps de cohérence optique et de spin voisins des terres rares non paramagnétiques. Alors, c'est intéressant parce que justement, on peut profiter du spin électronique. Et que peut-on faire avec ce nouveau système ? Là, je vous ai mis quelques résultats. Eh bien, par exemple, on peut s'intéresser à des mémoires quantiques qui vont avoir un long temps de stockage parce que le temps de cohérence de spin est long, mais en même temps aussi avoir une bande passante très élevée. Et ça, c'est dû au fait que, grâce au spin électronique, on a une structure hyper fine qui est large spectralement. Et en particulier, ça permet de stocker un grand nombre de photons. Hein, et ça, c'est vraiment très important pour les répéteurs quantiques, pour les mémoires quantiques. Et là, il y a un résultat récent en collaboration, obtenu à l'Université de Genève, en collaboration avec notre équipe, où 1250 photons ont pu être stockés dans le cristal. Alors, par ailleurs, ce spin électronique, il est aussi intéressant pour des mesures d'ions uniques et de spin uniques, des manipulations de spin. Alors ici, l'intérêt du spin électronique, c'est d'une part de pouvoir bien le coupler avec une excitation micro-ondes, et puis d'autre part de pouvoir aussi profiter de l'interaction de ce spin électronique avec d'autres spins nucléaires de la matrice. Et donc, on a accès à de nouveaux registres. Donc ça, ce sont des thématiques qui sont développées dans le groupe d'André Pharaon à Caltech. Hein, ce sont ces deux
deux résultats ici. Et puis nous, de notre côté, on s'est aussi intéressé à l'Ytterbium 171 dans une autre matrice, LINBO3. Bien sûr, LINBO3, c'est un système très intéressant pour tout ce qui est optique intégrée. Et on s'est aperçu, ça c'est un travail qui est fait en collaboration avec le groupe de Jörg Wartrup à Stuttgart, eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait aussi ce même phénomène d'accroissement des temps de cohérence dans LINBO3 dopé par l'Ytterbium 171. Et puis, pour finir, on a un spin électronique, une structure hyper fine large, ça permet un couplage à des photons micro-ondes, et donc il y a aussi des résultats sur la transduction micro-ondes optiques dans ce matériau. Enfin, en tout cas, dans un matériau qui utilise l'Ytterbium 171. En l'occurrence, il ne s'agit pas d'YSO, dans ces travaux-là et dans celui-ci. C'est une autre matrice qui est utilisée, l'orthovanadate d'yttrium. Voilà, donc ça, c'était le premier exemple dont je voulais vous parler. Et tout va bien ? Bon. Alors, je vais passer au deuxième exemple. Donc là, on avait un nouveau système. Alors maintenant, on va être un peu plus ambitieux. On va parler d'une nouvelle plateforme. Bon, je pense que ce n'est pas trop exagéré. Donc, il s'agit de cristaux moléculaires de terre rare. Alors, pourquoi passer des cristaux inorganiques classiques à des systèmes moléculaires ? Eh bien, tout d'abord, les molécules uniques, ce sont des systèmes bien connus en optique quantique. Ce sont des émetteurs très brillants, de très bonne qualité, notamment avec des largeurs de rays limitées par la durée de vie. Le problème de ces systèmes, c'est qu'ils n'ont pas de degré de liberté de spin. Et comme on l'a vu, cette transition de spin, c'est vraiment quelque chose de très important dans les applications qu'on vise. Donc ça, c'est un peu problématique. Mais d'autre part, il est clair que la chimie moléculaire offre, en termes de flexibilité, des possibilités qui sont vraiment très difficiles à atteindre avec les cristaux classiques. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de très intéressant, par exemple pour ajuster finement les propriétés des matériaux. Et puis, ce sont des systèmes qui sont essentiellement synthétisés à température ambiante. Et donc, on peut penser que leur intégration dans des structures nanophotoniques, par exemple, pourrait être beaucoup plus simple qu'avec des systèmes classiques. Et le couplage de ces matériaux à des structures nanophotoniques, c'est très utile, par exemple, pour augmenter le couplage entre lumière et matière, profiter d'effets Purcell, par exemple. Alors ici, vous voyez un exemple d'un émetteur, là, une molécule unique, qui est insérée dans un guide polymère et qui donne une idée un petit peu de cette idée d'utiliser ces matériaux dans des structures de nanophotonique. Alors d'autre part, les terres rares donc dans des systèmes moléculaires sont aussi déjà très étudiés, mais dans le domaine des spins électroniques ou des spins nucléaires. Et dans ces systèmes-là, eh bien, le contrôle, la détection de spin unique, la démonstration d'algorithmes quantiques a déjà été réalisée. Et ce sont des systèmes aussi qui présentent, du fait de cette architecture moléculaire, de forts potentiels pour des mises à l'échelle. Par exemple, on peut créer des molécules avec des centres multiples et qui, du coup, sont intéressantes pour cette problématique de mise à l'échelle. Ce qu'il y a, c'est que ces composés-là, par exemple, ne sont pas optiquement actifs. Donc on s'est dit, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose avec ces matériaux qui ont l'air quand même assez intéressants, mais qui, pour l'instant, n'ont pas vraiment été étudiés d'un point de vue optique. Alors, après quelques essais plus ou moins fructueux, eh bien, on est tombé sur ce composé, qui est un complexe d'europium que je vous présente ici. Donc, vous avez l'europium ici au centre, et puis autour de ce cation métallique, vous avez 4 ligands qui viennent chélater l'europium. Alors, donc cette structure moléculaire, il s'avère qu'elle peut être cristallisée assez facilement, comme vous le voyez ici, c'est une espèce de structure en feuillet. La structure est monoclinique et vous pouvez remarquer que la structure moléculaire elle est relativement grande par rapport à un cristal classique, ce qui fait que la distance entre ions europium ici, elle est à peu près de l'ordre de 10 angstroms, et je dirais ce qui peut limiter par exemple les interactions entre ions europium. Alors, si maintenant on commence tout simplement par un spectre de photoluminescence à basse température, eh bien, qu'est-ce que l'on observe ? Tout simplement le spectre typique de l'europium. Les terres rares, du fait de l'écrantage des électrons 4F, ont toujours plus ou moins le même spectre d'absorption, le spectre d'émission.
Alors, la seule raie, en fait, dans toutes ces transitions, qui a le potentiel d'être fine spectralement, hein, d'avoir des temps de cohérence longs, eh bien, malheureusement, c'est cette transition-là, à 580 nanomètres, 5D0, 7F0, et comme vous pouvez le constater, bon, ce n'est pas vraiment la plus intense, hein, c'est une transition très faible. Et on voit du coup l'intérêt pour ces émissions très faibles, hein, des terres rares, parce que les grands temps de cohérence optique, hein, ça va aussi avec des forces d'oscillateurs faibles, et donc ce sont des éléments qui sont très difficiles à détecter comme espèce unique, par exemple. Et donc si on veut le faire, et ça a déjà été réalisé dans plusieurs cas, eh bien l'intégration du matériau dans un environnement de micro-cavité ou de nano-cavité optique, c'est évidemment quelque chose d'important, et on retrouve là l'intérêt potentiel de ces matériaux moléculaires, hein, pour, par exemple, arriver à des augmentations d'émissions par effet Purcell importantes. Alors, donc là, on en est simplement à la luminescence, et puis l'étape d'après, hein, c'est la mesure des temps de cohérence optique. Alors, c'est ce que l'on a réalisé donc, par la technique des échos de photons, hein. L'écho de photons, c'est vraiment l'analogue de l'écho de spin en RMN ou en RPE, hein. Et donc, le principe, c'est d'observer la réponse collective des ions europium, hein, dans ce cas-là, après une excitation par 2 impulsions laser. Et à partir de la variation de l'intensité de l'émission collective, donc de l'écho de photons en fonction du délai entre les impulsions, eh bien, on peut déterminer le temps de cohérence optique. C'est exactement l'expérience que vous voyez aussi. Et là, à notre grande surprise, bon, déjà on était assez surpris de pouvoir enregistrer des échos de photons dans ce système, puis on s'est aperçu que eh bien, les temps de cohérence étaient plutôt longs, hein. Ici, en l'occurrence, une dizaine de microsecondes, hein, ça correspond à une largeur homogène de 30 kHz. Dans d'autres échantillons, hein, en particulier en réduisant la concentration en europium, donc diminuant les interactions europium-europium, eh bien, on s'est aperçu que dans certains déclins d'échos de photons, on avait des composantes longues qui peuvent atteindre pratiquement 70 microsecondes. Donc on est à des largeurs de raie maintenant de quelques kilohertz. Alors pourquoi c'est étonnant et puis c'est un peu nouveau? Eh bien, c'est que par rapport aux autres systèmes moléculaires, hein, aussi bien les molécules uniques que des complexes moléculaires à base d'éléments de transition, ou aussi d'autres complexes moléculaires de terres rares que nous avions étudiés précédemment, eh bien on s'aperçoit que là, les largeurs de raie, eh bien, elles ont été diminuées de 2 à 3 ordres de grandeur. Et évidemment, cette diminution, ça ouvre des possibilités intéressantes en termes de stockage d'informations, en termes de possibilités d'adresser optiquement les spins et d'aller vers des dispositifs de mémoire quantique ou de calculateurs quantiques. Alors, on parle de spin. Alors justement, en ce qui concerne le spin, eh bien, on s'aperçoit que, comme dans le cas de l'ytterbium, on peut aussi réaliser du pompage optique efficace. Ça aussi, évidemment, c'est une propriété très importante dans ce cas-là. Donc l'europium a, lui, un spin nucléaire, donc 3 niveaux dans l'état fondamental, 3 niveaux dans l'état excité, auxquels on peut appliquer différentes excitations laser. Ici, sur ce schéma, on part de l'absorption ou de la transmission initiale qui, à cette échelle, est complètement plate. Et maintenant, si on applique une excitation à cette fréquence-là, donc une impulsion lumineuse ou une série d'impulsions lumineuses ici et là, bah, vous voyez qu'on peut complètement transformer le spectre d'absorption. Et dans ce cas précis, eh bien, ce qu'on réalise, c'est ce petit schéma-là, hein, un peu comme précédemment. On démarre de niveaux qui sont tous peuplés de la même façon, et on arrive, pour certains ions, à les initialiser complètement, à plus de 95%, dans un niveau de spin unique. Et c'est ce qui ressort de l'analyse de ce spectre de creusement de trous spectraux. Donc ça, c'est un résultat encourageant aussi. Et puis, on est allé un peu plus loin, parce qu'à partir du moment où on peut commencer à modifier la structure d'absorption, eh bien, on peut aussi s'intéresser à des protocoles, hein, de mémoire quantique. Et en l'occurrence, on a pu créer cette structure de peigne ici, de peigne en fréquence, hein, donc toujours par pompage optique. Donc c'est ce qu'on appelle un peigne de fréquence atomique dans le domaine des terres rares. Et l'idée, c'est que lorsqu'une impulsion, donc, qui est à la bonne fréquence, hein, par rapport à ce peigne atomique, eh bien, va être absorbée dans ce peigne, l'absorption va créer des états de superposition dans les ions europium, mais du fait de la structure de peigne, il va se produire une émission collective avec un certain délai, et ce délai va dépendre de la séparation ici entre les dents du peigne. C'est un protocole qui est complètement cohérent. C'est une sorte d'écho de photons en fait, et ça veut dire donc que le pulse de sortie, eh bien, si on travaillait au niveau d'un photon unique par exemple, ce protocole-là permet de reproduire à la sortie du système eh bien, les propriétés quantiques du pulse d'entrée.
Et donc, c'est un protocole, justement, de mémoire quantique que on a pu, je dirais, démontrer de façon simplement une preuve de principe dans ces cristaux moléculaires. Donc, ce que vous voyez ici, eh bien, c'est tout simplement dans le domaine temporel. Hein. Vous avez une impulsion d'entrée ici, et puis après un délai ici de l'ordre de 600 nanosecondes, eh bien, vous voyez la réponse du système hein, sous la forme d'un écho. Et cet écho, eh bien, c'est dû au fait qu'on a été capable de creuser ce peigne spectral. Alors le délai évidemment est très court ici, mais en fait il n'est pas limité par le système lui-même. Là on est limité tout simplement par notre laser. Alors c'est un laser à colorant, c'est un système un peu ancien peut-être pour vous, mais qui dans le domaine de l'exploration de matériaux est extrêmement pratique parce que c'est des systèmes évidemment qu'on peut accorder et qui donnent beaucoup de puissance. Et donc en fait la limitation elle provient du laser. Donc le matériau lui-même, en principe en tout cas, pourrait générer des délais, hein, simplement en creusant des peignes avec des dents plus fines, eh bien, permettrait d'atteindre des temps de stockage de l'ordre du temps de cohérence de la transition optique. Alors un autre résultat aussi qu'on a pu démontrer, c'est le contrôle optique des interactions entre ions et europium. Et ça, c'est un résultat intéressant aussi parce que ce contrôle optique, c'est la base des schémas de porte à 2 bits quantiques dans les terres rares. Donc là aussi, une démonstration de principe que les raies optiques, finalement, sont suffisamment fines pour pouvoir permettre ce contrôle optique des interactions europium-europium. Alors, outre ces travaux sur les raies optiques fines que nous développons au laboratoire, eh bien, il y a aussi un travail assez complémentaire qui est réalisé dans le groupe de David Avshalom à Chicago. Et donc, dans cette équipe, ils s'intéressent, eux, plutôt aux propriétés de spin électronique, mais détectés optiquement. Et donc les matériaux qui sont utilisés dans ce cas-là, eh bien, ce sont bien sûr des complexes moléculaires, mais cette fois-ci à base de chrome. Et donc ce qu'ils font, c'est manipuler de façon cohérente le spin électronique du chrome et d'en faire une détection optique. C'est un petit peu l'équivalent moléculaire des centres colorés dans le diamant, comme le centre NV-. Alors, eh bien, j'en arrive à la fin. Je voudrais évidemment remercier l'équipe à Paris, le groupe Cristaux et Dynamique des États quantiques. Alors en particulier par rapport aux résultats que je vous ai montrés, alors des remerciements particuliers à Diana Serrano, qui est la personne qui supervise tout le travail sur les molécules. Et puis en ce qui concerne l'Ytterbium, eh bien, donc les personnes qui travaillent sur ce sujet-là sont Federico Chiossi et puis 2 membres, disons, qui sont partis du groupe, Sacha Welinski et Héloïse Lafitte-Houssa. Alors, remerciements bien sûr aussi à nos collaborateurs sur ces sujets. Donc sur l'Ytterbium, dans YSO, on travaille avec donc, le groupe de Michael Avzelius à l'Université de Genève. Thales, avec Perrine Berger, Sacha Welinski, Loïc Morvan, John Morton à UCL. Et en ce qui concerne les cristaux moléculaires, qui sont d'ailleurs produits à Karlsruhe, au KIT, donc on travaille avec l'équipe de Mario Ruben, donc, qui est un chimiste, ou peut-être un plus chimiste que nous, on va dire, et puis aussi David Unger, donc, qui lui est spécialisé dans les microcavités optiques. Voilà, donc les partenaires financiers aussi. Et puis alors 2 petites annonces avant de conclure. Nous avons une chaire de prof junior qui est ouverte dans notre équipe. Donc si vous êtes intéressé par la thématique des matériaux ou des dispositifs pour la nanophotonique quantique, eh bien n'hésitez pas à nous contacter. Deuxième annonce pour les collègues, peut-être plutôt de tout ce qui concerne les matériaux luminescents. On organise l'année prochaine la conférence internationale de luminescence. C'est un grand événement dans la communauté de la luminescence qui est ouverte à toutes sortes de systèmes. Donc n'hésitez pas à vous y intéresser, à regarder un peu ce qui se passe autour de cette conférence. Voilà, donc elle aura lieu du 27 août au 1er septembre 2023 à Paris, à Sorbonne Université. Et puis voilà, donc j'en arrive au résumé de ma présentation. Donc, les terres rares dans des cristaux, voilà, des espèces stables, bien contrôlées, avec des propriétés uniques dans l'état solide du point de vue des temps de cohérence optique et de spin, et aussi bien d'autres, naturellement. Les cristaux donc d'Ytterbium 171 dans Y2, enfin Y2 et SiO5, voilà, ce sont des systèmes avec des temps de cohérence optique et de spin longs et qui sont particulièrement prometteurs pour les mémoires
quantique, et aussi éventuellement à travers des dispositifs de nanophotonique pour le calcul quantique. Ensuite, une nouvelle plateforme, les cristaux moléculaires à base de terres rares. Donc là, un système très flexible, très versatile, qui lui aussi est assez prometteur, enfin en tout cas on l'espère, pour la nanophotonique intégrée dans le domaine quantique. Et puis toute une série de défis importants qui restent à relever, hein, on n'en manque pas. Permettre de meilleures propriétés au-delà des temps de cohérence, hein, en termes d'efficacité, d'absorption, de longueur d'onde dans ces systèmes, à la fois dans les cristaux massifs et dans les cristaux nanostructurés, nanoparticules, fils minces, etc. Ça passe par des matériaux de haute qualité avec des concentrations de défauts très faibles, des nouvelles matrices, des nouvelles méthodes de synthèse, etc. Et puis aussi des matériaux hybrides. Voilà, merci pour votre attention. C'est parfait au niveau timing. Donc on a le temps pour quelques questions. Une question biotien. Quand vous essayez de mettre tous les niveaux Ytterbium ou Europium sur le même sous-niveau de spin, ces niveaux de spin, ils ne sont pas mélangés par les phonons ou ils sont indépendants de tout ça ? Alors oui, effectivement, il y a toute la relaxation spin-spin ou spin-réseau. Alors dans ces systèmes-là, ces relaxations sont relativement faibles, hein. Les terres rares ont un couplage qui est assez faible. Donc par exemple, dans le cas de l'Ytterbium 171, je dirais, bon, ça dépend un peu de la concentration à laquelle on travaille, mais on peut arriver à des durées de vie pour les trous qui peuvent atteindre la dizaine de secondes, voire plus. Et pour les cristaux moléculaires, ça varie entre quelques centaines de millisecondes et quelques minutes. Même à température ambiante ou là vous Alors non, les terres rares, là, ça, ouais. je vais peut-être pas trop insister là-dessus. Il n'y a rien qui peut se passer à température ambiante. C'est au moins, enfin pas plus de 3-4 cas. Et je dirais que plus c'est froid, souvent mieux c'est. Ok, merci. On a une question ici. Ici. Merci Philippe pour cette belle présentation. On sait que dans les terres rares, on a facilement des transitions optiques qui sont électriques ou magnétiques. Et je me posais la question, dans tout ce que tu as montré, en fait, est-ce que ça intervient à un moment donné, la nature de la transition, ou en fait tu t'en moques complètement ou, enfin, question. Alors, on s'intéresse à cet aspect-là, alors de façon un peu indirecte, du point de vue des temps de cohérence. Parce que le problème des transitions, c'est que si elles ont des moments dipolaires électriques permanents, elles vont être sensibles au bruit électrique. Et donc, à partir du moment où on va passer dans les nanostructures, eh bien, ces perturbations-là, elles peuvent être très problématiques. Alors du coup, on peut avoir envie de passer donc à des cristaux dans lesquels le site d'insertion de la terre rare est de symétrie plus haute, de façon à annuler ces moments dipolaires permanents. Et on peut aller même jusqu'à, par exemple, des matériaux où on a un centre d'inversion. Alors le problème du centre d'inversion, c'est qu'on n'a plus de transition dipolaire électrique. Mais à ce moment-là, dans le cas de l'Ytterbium, par exemple, on peut essayer quand même d'exploiter la transition dipolaire magnétique. Alors voilà, c'est un des aspects qui peuvent être intéressants avec ce type de transition. Une dernière question. Moi, je vais la poser. Ah, pardon. Vas-y. Je t'en prie. Bon, alors moi, je vais poser une question. Donc, quand tu nous montres les échos de photons, donc c'est vraiment essentiellement le stockage d'un photon et retrouver un photon. Comment ça se passe si on veut stocker un photon mais qui porte un état genre un qubit, quoi. Un qubit. Donc par exemple, je sais pas, un état de time bin. Time bin, je pense que c'est plutôt facile, mais est-ce que d'autres observables peuvent être envisagés, type la polarisation Alors oui, tout à fait. Alors le type de photon qui peut, enfin le type de propriétés quantiques qui associées aux photons qui peuvent être préservés dans la mémoire. Donc ça peut être donc temporel, hein, la superposition des états de création, le time bin. Ça peut être la polarisation. Effectivement, ça a été vu aussi, ou même les états de moments angulaires. Donc tout ça, ça peut être stocké dans les cristaux. Par contre, la grosse problématique du stockage au niveau quantique, c'est que les protocoles vraiment élémentaires comme l'écho de photons ne fonctionnent pas au niveau de quantique, parce qu'il y a un problème de bruit de fluorescence. Et donc là, on est obligé de retomber sur des protocoles qui sont plus complexes
et qui, je dirais d'une façon générale, eh bien, vont avoir tendance à faire baisser l'efficacité des mémoires et aussi souvent à réduire le temps de stockage. Voilà. Ariel, tu voulais poser une question ? C'est connu, les grecs SO, et particulièrement le champ résiduel est faible, etc. Et tout d'un coup, tu as affiché le Niobat. Est-ce que la matrice, est-ce que c'est aussi pur Alors le Niobat, alors je dirais qu'il est très séduisant d'un point de vue technologique, on va dire, hein, ça on est d'accord. Alors par contre, d'un point de vue des terres rares, du point de vue des terres rares, c'est un matériau très bruyant, parce que dans le Niobat, on a les spins du lithium, hein, les spins du niobium, et donc ça, c'est vraiment un obstacle. Alors avec l'ytterbium 171, hein, on peut se débarrasser partiellement, enfin en tout cas réduire l'effet de ce bruit magnétique, mais là on n'est clairement pas du tout au niveau de ce qu'on voit, enfin en tout cas pour l'instant, on n'est pas du tout au niveau de ce qu'on voit avec YSO. Plus de questions, mais je pense qu'on peut remercier Philippe.